je crois qu'on a notre prochaine intervenante. Oui, je suis là. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui passez mes diapos ou si je les passe. Non, vous vous laissez faire, vous vous laissez guider, on va passer vos diapos. Parfait, merci. Donc, on accueille le docteur Lanat du CHU de Bordeaux. Écoutez, j'en profite pour vous dire bonjour à toutes et à tous. Merci au comité d'organisation pour l'acceptation de notre communication. Un petit coucou à Justine que je connais. Et une félicitation aussi quand même pour l'organisation de ces journées qui, je dois dire, l'éblouissent. Donc bravo à tout le monde. Nous souhaitons à Bordeaux partager notre expérience organisationnelle face à l'épidémie des bronchiolites. Et je dois dire que c'est un travail collaboratif, hein, je le présente, mais c'est un travail collaboratif médico-soignant, comme vous le voyez, et qui implique aussi notre direction, puisqu'ils doivent valider nos propositions. C'était parfait. Merci beaucoup. Alors, peut-être que Paris peut arrêter son micro, même si c'est vrai que c'était parfait. Ok. C'est moi qui continue à passer, madame, parce que ça ne le fait. Voilà. Alors, le contexte concernant l'épidémie de bronchiolite. Sur l'hôpital des enfants à Bordeaux, nous avons 220 lits d'hospitalisation conventionnels médico-chirurgicaux. Nous accueillons 46 000 passages environ. Et comme vous le voyez figuré sur le diagramme, en période hivernale, la population accueillie aux urgences est de environ 150 patients jour, avec, vous le voyez, depuis 2018, 2019, 2020, une augmentation sensible sur 2 mois, janvier-février, de 2 à 3% environ. Diapo suivante. Ces périodes correspondent également à des décompensations de patients qui sont porteurs de pathologies chroniques, mucoviscidose, asthme, diabète, insuffisance rénale chronique, ce qui fait un afflux et des programmations en urgence ou semi-urgence supplémentaires. Donc, les conséquences des épidémies hivernales, vous le savez aussi bien que moi, c'est saturation des services d'urgence et gravité potentielle des patients pour lequel de temps en temps, on n'est pas forcément très serein quand on est de garde. Diapo suivante. Donc, en fait, les objectifs de notre travail ont été de pouvoir accueillir tous les patients de façon optimale et sécurisée. Et pour cela, on s'est dit, en fait, de quoi avons-nous besoin? On a besoin des protocoles, on va y revenir, mais surtout de lits d'aval en médecine et de lits d'aval en soins continus médicaux. On a besoin de circonscrire l'infection sur une zone donnée et l'ensemble de ces prises en charge vont probablement diminuer l'anxiété des soignants. Diapo suivante. Donc, en fait, au niveau matériel et méthode, depuis 2015, on a mis en place un groupe de travail médico-soignant où on a réfléchi à un process et un protocole. Donc, on a une unité dédiée à cette activité que l'on appelle annexe ou unité bronchiolite. Et cette unité va être armée 3 mois dans l'année. Donc, en fait, ça va permettre une ouverture de 9 lits supplémentaires dans un lieu identifié et dédié. Ceci nous a permis de faire, vous allez le voir, un parcours patient stable, un parcours patient instable, avec une meilleure gestion des lits d'aval. L'ensemble des acteurs du pôle va être impliqué parce que si cette mesure ne suffit pas, nous allons déprogrammer, je vais vous le montrer, si bien que tout ça, c'est validé en amont. Et puis dans l'unité, on a mis en place une charte de fonctionnement avec une évaluation médico-économique qui nous permet d'armer, parce qu'évidemment, on va employer du personnel paramédical, surtout pour faire tourner cette unité. Et puis, on a demandé une enquête de satisfaction. À ce jour, cette enquête, elle s'intéressera surtout aux soignants qui ont travaillé dans cette unité, on va dire nomade, mais on est en train de mettre en place aussi une enquête de satisfaction à disposition des parents, mais ça, on ne l'a pas encore validé. Diapo suivante. Donc voilà, je vous présente un tout petit peu pour que vous compreniez ce que je raconte. Sur l'année 2019-2020, puisque vous savez qu'avec le Covid, on a eu une diminution des bronchiolites de façon notoire. La période en question, là, c'était par exemple du 10 novembre au 10
février, c'est-à-dire 3 mois, mais la période d'ouverture et de fermeture, elle varie en fonction de l'évolution de l'épidémie dans notre région, et chose qui est relativement bien renseignée par l'INVS. Donc, par exemple, les patients atteints de bronchiolite vont aller, quand ils sont stables et qu'ils nécessitent une hospitalisation, évidemment, dans l'unité post-urgence qui comprend 24 lits. Dans cette unité post-urgence, il y a des lits médicaux et chirurgicaux. Donc, la chirurgie reprend ces lits d'urgence. L'UHCD, les lits portes, sont transformés souvent en unité de soins patients un peu sévères, on va y revenir, soins continus. Et puis l'annexe, les 9 lits dont je vous ai parlé, qui vont être armés à partir du 9 novembre 2019, vont servir à accueillir la pathologie communautaire médicale, mais aussi médico-chirurgicale, avec des durées moyennes d'hospitalisation qui sont courtes de 4 jours. Hors bronchiolite, si possible. Diapo suivante. Donc voilà en fait comment on fait jouer l'ensemble des acteurs du pôle. Alors les chiffres, c'est les unités d'hospitalisation. Donc d'abord, on remplit de bronchiolite le post-urgence, 24 lits. On rebascule la chirurgie dans le service affecté chirurgie. L'annexe ouvre avec les 9 lits où on va mettre des patients pédiatrie communautaires, des patients médico-chirurgicaux ou chirurgicaux tout seuls. Et puis si ça ne suffit pas, dans une unité de gastro-pneumologie, on va déployer un lit supplémentaire en passant d'une chambre simple à une chambre double. Et puis si ça ne suffit pas, l'unité de chirurgie est à 22 lits mais peut accueillir 24 lits, on augmente un potentiel supplémentaire. Donc ça nous fait 9 plus 3. Et puis si ça ne suffit pas, on a demandé des déprogrammations, donc 2 lits de patients programmés dans un ordre chronologique parfaitement défini, donc néphro-endocrino, neuro puis gastro-pneumo. Et puis si ça ne suffit pas, le capacitaire de l'annexe passe de 9 à 3 lits supplémentaires à 12 parce qu'on va doubler des lits et voire des fois dans certaines unités dédiées, on a triplé certains lits. Donc en fait avec ce volant-là, on augmente en capacitaire, je dirais, de 9 à 15 lits potentiellement, nos 220 lits plus 15. Diapo suivante. Là où on a été un petit peu en difficulté, c'est qu'en 2015, on a dû ouvrir très très vite avec autorisation ARS 4 lits de soins continus médicaux en réanimation, qui existent toujours, mais on n'en a pas plus que 4. Et on a 6 lits de soins médico-chirurgicaux. Donc du coup, en période bronchiolite, ça bloque. Pour parfaire ces patients instables, on va se servir des lits du HCD, il y en a 8. On va se servir d'un box de consultation à côté où on va déployer, donc ça nous fait 10 lits. Et en fait, on va jouer entre les 4 de la réanimation, ces 8-là, plus ou moins 2. Et en fait, alors ça, c'est vrai que pour l'instant, ça va changer avec notre nouveau bâtiment parce que comme vous le savez, il y a la construction d'un bâtiment urgence réanimation bloc qui va voir le jour là en novembre 2021. Donc là, je pense que pour les patients instables, tout sera parfait. Et au jour d'aujourd'hui, et pour l'épidémie dont je vous parle, effectivement, on jonglait entre la réanimation et les lits portes qui, fort heureusement, sont sur un même niveau et avec juste une porte double à franchir. Diapo suivante. Donc l'adaptation, ça c'est pour les gens qui sont plutôt dans le côté cadre et encadrement. L'adaptation, ça a été un ajustement des ressources paramédicales. Donc pour armer cette unité saisonnière, on va faire un recrutement de 16 ETP sur 3 mois avec recrutement de 7 puéricultrices, de 6 auxiliaires de puériculture, un ETP kiné, 1,85, alors ça ne me demandez pas, ma cadre pourra répondre, enfin, le cadre supérieur du pôle, Madame Cap, répondra mieux que moi, ETP ASH, et on demande du temps de secrétariat aussi. On arme l'annexe, mais on renforce aussi l'équipe des urgences et l'équipe du post-urgence qui va accueillir les bébés atteints de bronchiolite. Alors vous allez me dire, mais d'où vous sortez ces ressources paramédicales? Donc, ce sont des embauches qui sont faites sur des candidatures où on a réfléchi un peu en amont. Mais en fait, tous les nouveaux ne vont pas aller à l'annexe parce qu'il y a des demandes au niveau de l'ensemble du pôle, au niveau des agents, de savoir qui veut travailler à l'annexe. Et on essaye de faire un mixte entre les nouvelles recrues et les anciennes recrues. Et les nouvelles recrues peuvent être affectées dans des unités.
Donc, c'est comme ça qu'on fait une mobilisation de tous les agents du pôle et ça permet à certains agents de quitter leur unité et de souffler un peu ou de voir d'autres pathologies ou d'autres prises en charge. Et il y a des formations également au niveau médical et paramédical. Diapo suivante. Au niveau de l'adaptation, c'est aussi une augmentation, un ajustement des ressources médicales. Donc, en fait, ce que l'on va faire, c'est création d'une demi-garde supplémentaire aux urgences pédiatriques dans la durée de l'épidémie, donc les 3 mois, qui est assurée par les médecins des urgences et les médecins des surspécialités. On va senioriser ces 9 lits-portes et le senior défini sera le médecin pédiatre intervenant en lit-porte. Et pour cette phase-là, on demande un interne dédié à cette prise en charge sur cette annexe saisonnière. Alors, il n'y a pas de moyens supplémentaires, on va dire, mais on se réorganise pour, par exemple, l'été, on a du temps médical continu pour les pédiatres qui interviennent aux urgences pédiatriques. Et l'été, on barre certaines lignes pour les mettre de façon plus importante l'hiver. Donc, si je résume, depuis 2015, on rédige et on a rédigé une procédure qui s'appelle Hôpital des enfants intensifs, épidémie bronchiolite. Il s'agit d'une procédure qui décrit l'organisation donc du parcours des patients stables, instables, des nouveau-nés, par exemple, qui pourraient être amenés à consulter aux urgences en journée et qui sont déviés sur la consultation pour rencontrer les néonates qui préfèrent, qui acceptent de les rencontrer. Et le soir, ils sont vus par l'équipe qui travaille à la maternité pour éviter la contagion, par exemple, de ces nouveau-nés. On a l'adaptation du capacitaire, vous avez vu, avec une montée en puissance et en croissance, puisque de 220, on peut faire 229, puis 235 au niveau de notre pôle, au niveau des capacités d'hospitalisation conventionnelle. On rédige régulièrement le protocole médical avec les pneumopédiatres, les gens des urgences, les réanimateurs, pour qu'on se mette tous d'accord et qu'on fasse à peu près tous pareil. Et vous savez que le protocole médical dans les 10 dernières années a beaucoup changé. Une fois on fait kiné, une fois on ne fait pas kiné, une fois on fait aérosol, une fois on ne fait pas aérosol. Au niveau des recrutements des effectifs paramédicaux, effectivement, il y a des besoins, mais on commence à être bien rodé au niveau de l'encadrement. Et puis, on travaille aussi avec des liens et des partenaires extérieurs. Donc, par exemple, il y a un réseau qui s'appelle Akirespi sur Bordeaux, qui est un réseau de kinésithérapeutes qui peuvent intervenir. On travaille avec les HAD qui peuvent prendre des patients pour faire un turnover plus important. Et ensuite, au niveau de l'INVS, notre nouvelle région Grande Aquitaine, il y a un partenariat des pneumopédiatres pour travailler sur différents concepts et voir un peu qu'on fasse tous pareil au niveau de la grande région. Quelques recherches ont été, mais ça n'a pas été l'année 2019-2020, mais on travaille aussi en étroite collaboration avec le Centre d'investigation clinique, notre CIC pédiatrique. Et puis, il faut que vous sachiez qu'on a une cellule de crise qui se réunit 2 fois par semaine, qui peut être activable plus rapidement et qui permet de lancer des alertes à la direction générale du site qui éventuellement permettent une adaptation un peu au fil de l'eau. Et puis donc, ce que je vous le disais, il y a une rédaction d'une charte de fonctionnement de cette unité. Diapo suivante. Donc en conclusion, je dirais que ce travail collaboratif a permis, à mon avis, une prise en charge optimisée, uniformisée et partagée pour avoir vécu l'inverse. Ce dispositif quand même, parce que tout est écrit et prévu, canalise et structure le parcours patient malgré la saturation de toutes les unités et surtout des urgences. Et surtout, ce que je dois dire, c'est qu'il a favorisé la cohésion au sein du groupe en renforçant la convergence médico-soignante. Mais du coup, on sait qui va déconvoquer et ça évite les tensions en disant tel patient est plus grave que tel patient. Et ça évite les individualités et ça permet plus d'altruisme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Brigitte pour cette présentation. Alors, moi j'avais 2 questions. Alors vous allez voir que Jean-Marie Journet, qui est cadre supérieur de santé à la HFME, va vous présenter aussi probablement notre fameux plan hivernal. J'avais 2 questions pour toi. La première, c'est est-ce que vous travaillez en réseau avec les centres hospitaliers de périphérie? Nous, ce qu'on essaye de faire quand on est complètement débordé, c'est de muter les enfants pas instables sur les périphes de proximité. Est-ce que vous avez mis ça en place?
Alors, si tu veux, on n'a pas vraiment mis ça en place parce que nos périphes de proximité, la région, la Gironde est pas du tout découpée. Notre région, elle est beaucoup plus, si tu veux, entre moi et Bayonne, il y a 200 km, entre Pau et c'est pareil. Les plus proches, c'est Libourne, qui sont souvent saturés. Effectivement, il y a des fois des petits échanges avec Libourne. Il va y en avoir avec Arcachon, puisque Arcachon est en train de bien évoluer, bien se développer au niveau de la pédiatrie. Mais nos périphes permettent pas de nous aider, enfin, ne permettent pas ça. Soit ils sont trop éloignés, soit ils sont surbookés. Ok. Et puis sinon, la question, c'est que, alors, depuis la formalisation encore plus avancée de notre plan hivernal, on en a moins, mais on a dû faire face à des surnombres dans les services de spécialité parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Est-ce que vous, ça vous arrive de prendre en charge les surnombres et est-ce que vous les avez priorisés? Qu'est-ce que tu entends par les surnombres? Ça veut dire doubler des chambres? Oui, c'est-à-dire une dialyse péritonéale qui arrive, qu'on est obligé de prendre alors que les Ouais. services sont déjà à plein. Ouais. Et donc, on a fini par faire des chartes, par exemple, dans le service Ouais. de neuronéphro, où on a dit les seuls surnombres autorisés, c'est la dialyse péritonéale qui se complique, l'hémodialyse qui se complique et l'appel de greffe. Parce qu'avant, on avait les surnombres, dès qu'on n'avait pas de possibilité de muter les enfants, on mettait en surnombre dans les services, et ce qui a fait de grosses crispations. Mais manifestement, vous arrivez à ne pas avoir de surnombre. Alors, en fait, si tu veux, notre histoire de surnombre, c'est plutôt quand l'épidémie va monter, comme on veut que tout le monde joue, on a commencé à dire, bah, si ça monte trop et qu'à 9, on est saturé au niveau de l'annexe, comme il faut du personnel supplémentaire pour monter à 15 à l'annexe, dans un premier temps, la pneumogastro, enfin la néphro, par exemple, déconvoque 2 patients. Donc, c'est à nous, en néphro, à s'organiser pour déconvoquer 2 patients pour accueillir des urgences autres que la bronchiolite. Après, toi, ta question, c'est si je reçois en plus une dialyse péritonéale, c'est à moi de discuter avec mes collègues dans mes convoqués ou dans mes urgences, qui est la priorisation. Oui, alors j'ai peut-être pas bien compris parce que en fait, vous mettez pas dans vos services de spécialité, vous déprogrammez, mais ça veut dire que vous envoyez vos infirmières dans l'annexe et c'est à l'annexe que vous mettez toutes vos bronchiolites. Alors, si tu veux, j'ai peut-être pas été assez claire. Toutes les bronchiolites, elles vont dans le post-urgence parce que c'est 24. L'annexe, elle prend tout le reste. La Okay. pédiatrie générale. La pédiatrie générale. Et de temps en temps, la décompensation diabète, elle va aller à l'annexe le temps que moi, j'ai de la place. Okay. Mais moi, je sais que si, par exemple, tout est complet, je dois faire 2 places dans mes convoqués. Je dois mais la pédiatrie générale ne va jamais dans les services de spécialité. Si, aussi. Mais si tu veux, quand je dis pédiatrie générale, c'est un peu mélangé. Dans les surspécialités, il y a de la surspécialité, il y a à chaque fois un peu de pédiatrie générale dans chacune de nos surspécialités. On n'a pas un volant de manœuvre où on peut faire 16 litres de néphro, par exemple. Non, mais c'est vrai que ça, c'est nous le problème des surnombres, c'est celui qui a épuisé les équipes, mais je pense que Jean-Marie va nous faire une lecture de ça. Alors, il y avait d'autres questions dans le chat. Est-ce que vous travaillez aussi avec les maisons de santé en amont? Alors, en amont, si tu veux, on travaille beaucoup avec les pédiatres libéraux, les maisons de santé, oui aussi. On essaye de pédiatriser au max tout pour éviter d'être sous la vague à l'hôpital aux urgences. Et surtout, ce qui nous aide bien, c'est les hospitalisations à domicile, où on peut vraiment renvoyer des enfants un peu limite, je dirais, parce qu'on sait que derrière, il va y avoir cette prise en charge-là. C'était la deuxième question dans le chat. Est-ce que vous avez des protocoles spécifiques de prise en charge avec les HAD? Alors, on a de la chance sur Bordeaux d'avoir plusieurs HAD, mais un qui est pédiatrique. Il y a l'HAD de Bagatelle où il y a des pédiatres, donc qui sont des gens qu'on connaît parfaitement puisqu'on a fait nos études ensemble. Donc, eux chapeautent un peu et ont mis en place des tas de procédures, des tas de protocoles. Ils viennent rencontrer les familles des enfants et ils ont même pris des enfants avec de l'oxygène à domicile. Hein. Donc, ils font des super trucs, quoi. Donc, ça nous aide bien. Oui, effectivement. Alors, la question, c'est de savoir si c'est une HAD pédiatrique publique. Alors, Bagatelle, c'est semi-privé, semi-public. Mais elle ne dépend pas de l'hôpital pour l'instant. Elle ne dépend pas du CHU. Et il y en a d'autres qui travaillent aussi un peu sous l'égide et grâce à... il y a une plateforme commune maintenant. Et en fonction, il y a des HAD qui interviennent. Mais il n'y en a aucun qui est public. Okay. Malheureusement. Mais ça, c'est fermer la parenthèse. C'était... OK. Donc, il n'y a plus de questions dans le chat. Donc, merci beaucoup, Merci Brigitte, pour cette présentation.